Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour Horacio. Bienvenue pour cette première. Nous avons envisagé un peu dans le même esprit que lors du tout premier confinement. On est un peu désolé de revenir suite à ces mauvaises nouvelles, mais on souhaitait en fait organiser à la fin de chaque saison. Donc là, on a 2 jours de retard pour la fin du printemps, de la fin de l'hiver, pardon. Donc, on organisera une émission qui s'appellera Autour du ping et plus, le Mac du Esperon. Donc, à la fin de l'hiver, on en fera une émission à la fin de l'été, à la fin de l'automne, et ainsi de suite pour chaque saison. Donc, on est aujourd'hui à l'heure de la première. Donc, Horatio, peux-tu nous expliquer aux internautes le déroulé de cette première? Alors, cette émission, donc, elle va se dérouler en 3 parties. Donc, on va débuter avec l'avis du club qui nous sera présenté par Patrick Pessy. Ensuite, on va faire un focus sur la Proa avec comme invité Jan Akuzou et le coach de l'équipe première Stéphane Nuclier. Donc, enfin, on aura donc un point sur notre partenaire historique et notre partenaire majeur TeamNet, présenté par le président du club des partenaires, Arnaud Guéry. Donc voilà, merci à tous les participants pour votre disponibilité. Chers internautes, on espère que ça va vous plaire. On a de grandes informations à vous donner, donc suivez ce live jusqu'au bout et vous n'allez pas être déçus. Donc Patrick, si tu veux bien prendre la parole pour commencer sur ta rubrique. Voilà, tu as raison d'insister, comme Horatio. On veut que cette émission soit interactive, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Vos questions seront posées par Horatio. Et évidemment, on a envie que cette émission soit la plus dynamique possible et que vous attendiez à la fin de chaque saison, vous l'avez compris, cette émission. Voilà, donc Patrick Pessy, bonsoir Patrick. Bonsoir Horatio, bonsoir Dominique. Voilà, donc on souhaitait évidemment faire une actualité club parce que aussi l'intérêt de cette émission, c'est aussi de faire le lien avec nos licenciés. On est évidemment un peu désolé de ne pas les voir en physique, tout du moins pour certains. Donc Patrick, tu comptais un peu nous présenter un peu ton quotidien de manager de club dans cette période Covid. Donc peux-tu nous en dire plus? Comment ça se passe? Et explique-nous un peu comment ça se passe pour toi depuis un an. Je pense que la situation est tout à fait inédite pour toi. C'est sûr que depuis cette saison 2020-2021 est particulière puisqu'on a joué qu'une seule rencontre de championnat au niveau national, régional et départemental, que nos licenciés seniors depuis fin septembre n'ont plus accès à la salle. Et c'est vrai que depuis juin 2020, depuis le déconfinement, voilà, on est toujours en train de s'adapter, je dirais surtout de se réadapter à chaque communication du gouvernement. Encore jeudi, forcément, donc, il y a de nouvelles annonces. Donc à chaque fois, on réorganise en fonction des publics qui ont le droit de pratiquer. Donc c'est vrai que depuis cette saison 2020-2021, donc comme je l'ai dit, depuis fin septembre, les seniors n'ont plus le droit de pratiquer. Les moins de 18 ans ont eu le droit de pratiquer, ont été arrêtés, ont repris entre le 15 décembre et le 15 janvier. D'ailleurs, on a pu mettre en place des stages entre Noël et le jour de l'an. On a un petit sentiment de frustration puisque c'est vrai qu'il y avait une belle dynamique sur le club au début de la saison, quand les jeunes pouvaient jouer également. Le groupe Béléping, on avait une douzaine de jeunes et c'est vrai qu'on est un peu frustré parce que il y avait plein de jeunes qui étaient en train de progresser et que depuis le 15 janvier, on n'a plus accès à l'école de jeunes. Par contre, je dirais que j'ai la chance par rapport à d'autres collègues, c'est que depuis le 15 janvier, donc je continue à travailler, je continue à entraîner parce que donc actuellement, donc, il y a les pros qui ont le droit de jouer, mais il y a aussi les joueurs sur liste de haut niveau ou ceux qui ont une attestation du DTN et également aussi les personnes en situation de handicap. Donc actuellement au niveau du club, donc on a Dylan Chaperon
qui peut s'entraîner, qui a 18 ans. On a Inès Barré, qui a 16 ans, qui fait partie du pôle espoir de Petite Couronne, qui peut s'entraîner, donc sur liste de haut niveau. Noah La Rochelle, qui a 14 ans, qui peut s'entraîner. Noémie Vandenabel également, qui a 14 ans, qui peut s'entraîner. Et là, depuis les dernières vacances, la direction technique nationale a décidé d'élargir un petit peu le nombre de jeunes qui peuvent s'entraîner pour éviter qu'il y ait trop de lacunes dans leur formation. Donc, il y a Samuel Bois qui fait partie, qui est le meilleur minime normand, donc qui a 13 ans, qui a repris l'entraînement aux dernières vacances, ainsi que Nathan Bélien qui a 12 ans. Donc, j'ai la chance d'avoir 6 jeunes qui peuvent s'entraîner parce qu'ils sont soit sur liste de haut niveau, soit une attestation du DTN. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance-là. Cette situation, je dirais, permet une meilleure individualisation de leur entraînement, puisque bon, grâce, nous, au niveau du club, au niveau du staff technique, donc j'ai Guillaume Wable, qui est mon adjoint et qui a également aussi Maoussi Agbetoglo, qui est en CQP, qui est joueur relanceur. Donc actuellement, on est 2 entraîneurs plus un joueur relanceur pour s'occuper de 6 jeunes. Donc c'est quand même des conditions idéales pour eux au niveau de l'entraînement, ce qui permet de faire plus de séances individuelles, de faire plus de travail au panier de balles. Je continue d'intervenir sur Inès les séances du mardi matin et du jeudi matin au pôle espoir de Petite Couronne. Maoussi et Dylan peuvent également, et d'ailleurs je remercie Manu Plotuna, de toujours jouer le jeu de la collaboration entre le club et puis le pôle espoir. C'est-à-dire que j'interviens sur le pôle espoir, donc j'apporte un plus au niveau de l'encadrement. Et Dylan et Maoussi viennent aussi s'entraîner mardi et le jeudi matin pour pouvoir s'entraîner avec Martin Béchler et Laura Gasnier et Hugo Madelin, les meilleurs éléments du pôle espoir. Donc l'avantage, plus d'individualisation, peut-être un meilleur suivi. Maintenant, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Voilà, et que parfois on a un petit peu l'impression de tourner en rond, qu'il faut, vu qu'il n'y a pas d'objectif à court, moyen terme, c'est pas toujours facile de garder la motivation des jeunes, donc il faut essayer de trouver des leviers, varier les séances pour qu'ils puissent toujours s'entraîner. Écoute, merci. Je crois que tu nous as fait une présentation bien complète. Je crois qu'Horatio, il y a déjà beaucoup de réactions sur la première intervention de Patrick. Il y a déjà des questions des internautes, je crois. Horatio, je crois que ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Effectivement, je coupe mon micro pour éviter les bruits aux alentours. Donc effectivement, oui, on a déjà des interventions donc, côté internaute. La première question, Patrick, c'est comment vois-tu l'évolution de Dylan dans les années à venir? On parlait de Dylan. Donc, Dylan, je dirais que, comme là je l'ai dit, le but de cette saison est un petit peu frustré parce que dans sa progression, donc, il a un double projet, études plus son projet tennis de table. Donc, il faisait partie donc, du pôle espoir par le passé. C'est un produit avant tout du SP Rouen puisque Guillaume Marais et Eric Varin ont commencé à le former sur le club. À un moment, pour augmenter son volume d'entraînement, il est parti sur le pôle espoir avec moi-même, ensuite avec Stéphane et ensuite avec Maline Plotuna. Cette année, donc, il est passé senior, il est en première année de STAPS, donc on arrive à mettre 8 séances d'entraînement plus du travail physique pour Dylan. Donc, cette année, un peu frustré puisque donc l'équipe de National 1 n'a fait qu'une seule rencontre. Le but un petit peu de cette équipe de National 1, c'est d'aider à faire progresser Dylan pour avoir des matchs réguliers à un bon niveau. On avait prévu également de faire peut-être des Open à l'étranger, des tournois à l'étranger, d'aller justement sur d'autres centres d'entraînement pour voir un peu ce qui s'y passait et varier les partenaires. Maintenant, la situation sanitaire fait qu'il n'y a pas de compétition. Là, récemment, en dernières vacances, il a pu aller faire un stage à Montpellier. Je remercie Stéphane Lebrun de l'avoir accueilli, puisque donc il y avait un stage qui était organisé uniquement entre joueurs listés au niveau.
Donc, Dylan, sur cette saison, grâce à l'individualisation qu'on met en place, on a bien travaillé techniquement, on a bien travaillé physiquement. Maintenant, il n'y a qu'une réalité qui compte, c'est la réalité de la compétition. Donc, j'espère que la saison prochaine, il pourra mettre en place tout ce qu'on a fait cette saison et qui continuera sa progression. Un premier objectif, c'est d'arriver à passer en dessous des 200, c'est-à-dire d'être entre le numéro 100 et le numéro 200. Je pense qu'il est, pour la saison prochaine, je pense que ça sera un objectif possible à atteindre. Et à terme, le but, c'est d'essayer, pourquoi pas, d'arriver en dessous du numéro 100. Maintenant, il n'y a que par la joute en compétition qu'il pourra passer ces caps-là. Cette année aussi, un petit peu de frustration puisqu'on avait fait venir Christian Chirita dans cette équipe de National 1. Christian devait jouer dans l'équipe, mais aussi régulièrement s'entraîner au club. Il est quand même numéro 60, donc ça aurait apporté une qualité supplémentaire à Dylan au niveau de la relance. Et heureusement qu'on a aussi avec Toglo en tant que joueur relanceur, et heureusement qu'on a fait ce choix-là il y a 2 ans, puisqu'actuellement, sinon, ça aurait été compliqué pour continuer dans l'entraînement de Dylan. Donc, il est en train de mûrir voilà, sur son façon de vivre le tennis de table et vraiment de s'approprier son projet. Maintenant, il n'y a que la réalité de la compétition qui nous le dira, mais en tout cas, il est en train de bien évoluer dans la façon dont on espérait. Voilà, merci Patrick pour tes réponses, mais je vois qu'un peu comme en interview, un peu comme au tennis de table, en tant que défenseur, tu as tendance à garder la balle dans ta raquette. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, je pense que Horacio, parce que tu en as d'autres, si tu peux faire des réponses un tout petit peu plus courtes, Patrick, c'est bien qu'en tant que défenseur, c'est compliqué. Mais je crois qu'il y a quelques autres questions, Horacio. Quelles sont les qualités principales de Dylan? La vitesse et l'explosivité, c'est pas un joueur puissant, c'est pas un joueur qui va mettre beaucoup de touches de balle pour marquer un point. Il faut qu'il essaye de prendre de vitesse son adversaire sur 2-3 touches de balle, comme Stéphane le disait souvent, essayer d'emballer le match. C'est surtout la vitesse, l'explosivité et de prendre la balle très tôt pour prendre son adversaire de vitesse. Et surtout, son principal point fort, le coup droit, un gaucher, on va dire, classique. D'accord. Dans ton quotidien d'entraîneur et de manager de club, communiques-tu souvent avec Stéphane Huclier? Écoutes-tu ses conseils? Alors, on peut parler de Dylan justement de temps en temps avec Stéphane, puisque Stéphane aussi est intervenu en tant que responsable du pôle espoir sur Dylan. Maintenant, avec Stéphane, c'est plutôt le côté logistique, parfois autour de la proa, où moi, je suis la personne qui gère l'entraînement à Colette-Besson. Actuellement, avec les matchs couplés qui se déroulent à huis clos à Rouen, c'est plutôt là-dessus qu'on a des relations. D'accord. As-tu pour objectif de coacher notre équipe de proa un jour? Personnellement, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je souhaite. Je suis surtout moi sur ce qui se passe dans la salle au quotidien. Donc, étant donné que les joueurs ne s'entraînent pas au club, c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'attire. Je préfère coacher des joueurs que j'entraîne au quotidien. Et je pense que Stéphane, de par son parcours en tant que coach de l'équipe de France, est beaucoup plus logique à sa place dans cette situation-là. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais. On verra peut-être un jour si les joueurs s'entraînent au club et l'évolution du club. D'accord. Voilà, Une question très intéressante. Moi, je suis plus sur la formation que l'entraînement, que sur le coaching. Voilà. D'accord. A priori, oui, à la limite, la question là, qu'Horacio a posée justement par rapport à la pro, ça va le faire le lien sur la rubrique d'après, parce que évidemment, cette émission, le problème, c'est que le temps est un peu réduit. Je crois, Patrick, que tu voulais aussi parler d'une action qu'on va certainement mettre en place la semaine prochaine, suite aux annonces du gouvernement de vendredi qui veut favoriser évidemment le sport extérieur sans limitation de temps. Peux-tu nous parler de cette action que le club va mettre en place et je crois qu'il va être reproduit dans l'ensemble du département de Seine-Maritime?
Eh bien, comme actuellement la pratique du sport en intérieur est interdite aux adultes et aux mineurs, nous avons pensé à faire pratiquer le ping en extérieur. Bon, bah, même là, si les scolaires vont pouvoir reprendre le sport dans les gymnases, c'est-à-dire que l'école primaire, collège et lycée, là, le but justement, c'est de faire pratiquer le sport à une grande majorité, licenciés et non licenciés. Donc là, avec le printemps, on espère qu'on aura de beaux jours et qu'on pourra jouer dehors. Donc il y a des tables sur le parc des Bruyères, à côté du stade d'Illochon. Il y a des tables sur les quais à Rouen. Il y a des tables aussi au niveau de la préfecture. Donc là, avec Guillaume Wab, on va faire quelques actions. Horatio aura l'occasion justement de recommuniquer là-dessus. Mais le but, c'est de mettre à disposition raquettes, balles, et qu'il y a un entraîneur du SP Rouen autour de ces lieux où on peut pratiquer le ping en extérieur, donner quelques conseils et surtout faire du sport, faire du ping justement à la grande majorité et faire parler du tennis de table en général. Et je crois que Patrick Levé, le président du comité de Seine-Maritime, est intéressé par l'idée pour essayer, pourquoi pas, le faire sur le département. Et d'ailleurs, je salue le club de Nice qui avait fait cette action-là avec Olivier Mahéro, ça avait été un beau succès. Et bien évidemment, on grandit, le climat n'est pas le même qu'à Nice, donc évidemment, je pense que cette action sera relayée sur les réseaux et forcément, en fonction de la météo, ce sera peut-être annulé. On n'espère pas, le printemps arrive, donc le beau temps arrive avec. On espère que cette action vous intéressera, elle sera un succès. Juste peut-être pour finir la rubrique, évidemment, c'est frustrant parce qu'on a un temps un peu limité. On pourrait discuter pendant des heures, mais ce n'est pas le but. J'ai une question que j'ai vue sur les réseaux là, qui me paraît intéressante et j'aimerais bien avoir ta réponse. Quel est pour toi l'handicap numéro un du club qui freine son développement? Actuellement, je dirais qu'avec les scolaires qui n'étaient plus au gymnase Colette Besson, on avait plus accessibilité voilà, à plus de créneaux dans ce gymnase. Maintenant, le SP Rouen Tennis de Table n'a pas de salle spécifique, c'est-à-dire qu'en temps normal, je monte avec Guillaume et Emma aussi, on monte et on démonte les tables au gymnase Colette Besson tous les jours. On n'a pas de créneau sur le matin, à part le mercredi matin et le samedi matin. Donc c'est vrai que pour le centre d'entraînement au niveau des collégiens lycéens, c'est une première étape où les jeunes peuvent s'entraîner tous les soirs. Maintenant, pour Dylan ou pour l'équipe pro, où là on a le projet éventuellement de faire un groupe d'entraînement sur l'équipe de National 1, il faut pouvoir s'entraîner 2 fois par jour. Donc sans une salle spécifique où on peut s'entraîner 2 fois par jour, ou pour les meilleurs, ou pour développer de nouveaux créneaux comme le ping en entreprise ou faire des créneaux, on va dire, retraités en début d'après-midi, c'est sûr qu'une salle spécifique, pour moi, c'est le principal frein. Pour l'instant, c'est ce qui manque au SP Rouen pour grandir encore. Bon, écoute, Patrick, merci pour la clarté de tes réponses. On va te remercier pour cette rubrique club et on va passer à la deuxième rubrique, Horatio, qui est donc l'actualité pro avec 2 invités. C'est ça. Donc, Merci Patrick, à bientôt. On va accueillir pour cette rubrique Chana Kouzi et Stéphane Huclier. Voilà, c'est une rubrique qui va durer 20 minutes. Donc, Jana Kouzou, champion de France 2019, Stéphane Huclier, 25 ans de capitana en équipe de France, au club depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, ils sont en place tous les deux. C'est parfaitement organisé. Horatio, bravo. Bonjour tout le monde. Bonsoir Jeanne, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Président. On est ravis de vous accueillir. Stéphane, c'est un peu ta rubrique, elle va durer 20 minutes, 5 minutes un peu de plus que la rubrique club, mais évidemment, les pros ont la chance de pouvoir jouer, ce qui n'est pas le cas des joueurs amateurs, à part certains qui peuvent s'entraîner. Donc, l'annonce un peu de ce soir, je dirais, évidemment, on en a discuté, elle ne nous fait pas forcément plaisir, mais on la comprend. Stéphane, je te laisse la donner. En fait, il y a une double annonce, en fait. Je te laisse mener un peu le… Ouais, disons qu'une fois de plus, le club du Sport Rouen démontre
sa volonté de communiquer, de grandir et de jouer franc jeu. Et ça, c'est vraiment des qualités au Sport Rouen qui sont indéniables. Donc ce soir, on voulait vous annoncer malheureusement que Gianna Kuzu va nous quitter pour aller jouer donc en Allemagne où il s'entraîne à Oxenhausen. Il a signé un contrat de 2 ans, mais il vous en parlera après plus précisément. Et puis, par rapport à son départ, donc, il a fallu que l'on recrute un joueur pour la pro, donc la saison prochaine. Et donc, on a décidé donc, de recruter donc, Adam Choudi, qui est 115e joueur mondial, qui a 25 ans et qui est hongrois et qui est un joueur international qui vient de terminer là des qualifications mondiales donc pour les Jeux Olympiques. Et donc, je vous en parlerai après plus précisément également. Voilà, donc Jeanne, voilà, on a bien compris, on va te laisser forcément parler, mais on a bien compris, et tu vas l'expliquer mieux que moi, les raisons qui t'ont fait quitter, des raisons qui t'ont fait que tu quitteras le club de Rouen, je dirais, en fin de saison. Tu es resté 3 ans. Ta dernière année en Pro B, tu nous as permis d'être champion de France de Pro A. On espère tous évidemment que tu vas finir parfaitement cette saison. Donc voilà, tu as un peu une tribune libre pour expliquer un peu aux internautes les raisons de ton départ. Il n'y a aucun souci entre nous. On a bien compris effectivement les raisons de ton départ. Quand tu es parti à la fin des 3 ans de Pro B, finalement, tu as eu raison de partir dans la mesure où tu as eu la meilleure progression de tous les joueurs français. Tu es arrivé à la 55e place mondiale. Nous, tout ce qu'on espère que ce départ en Allemagne, on a bien compris, c'est plus pour des problèmes de logistique, te permettront de progresser dans les années à venir, bien évidemment. Ouais, voilà, comme vous l'avez dit, je quitterai le club de Rouen en fin de saison. Donc déjà, c'est pas encore fini la saison, quoi. Moi, j'aimerais vraiment me concentrer aussi sur la fin de saison avec le club de Rouen. Parce que voilà, pour l'instant, on est au milieu de tableau et j'aimerais bien qu'on puisse un peu gagner des places. Et concernant mon départ, ouais, c'est sûr que c'était une décision à prendre. C'est vrai que ça fait depuis maintenant 4 ans que je joue dans le championnat français, sachant que moi, je vis et je m'entraîne au club de Oxenhausen en Allemagne. C'est vrai qu'il y a 4 ans, je trouvais que c'était une bonne décision de jouer en Pro A, qui est un championnat relevé, aussi de jouer en France. Pour moi, c'était une bonne chose. Mais voilà, après 4 ans, je pense que après 4 ans en France et 2 ans à Rouen, pour moi, je pense que c'est la bonne chose d'aller jouer là où je vis, en fait. Ça va déjà m'éviter les allers-retours en train qui sont pas négligeables parce que un petit peu ça va, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trajets. Et ensuite, la Bundesliga, qui est aussi un championnat très, très attractif. Il y a des très bons joueurs aussi. Il y a une très grande intensité. Donc, pour moi, tout ça m'a donné envie voilà, pour aussi pouvoir me construire aussi à l'international. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement et je pense pour moi, moins de perte d'énergie pour pouvoir stabiliser en fait tout ce que je fais. Et c'est vrai que dernièrement, en plus, il n'y a pas eu les compétitions à l'international. Donc, c'est vrai que je dépensais beaucoup d'énergie dans les trajets à gauche, à droite. Et là, moi, mon objectif, ça va vraiment être de me recentrer sur moi, de ne pas perdre d'énergie, de stabiliser tout ce que je fais à l'entraînement depuis des années pour pouvoir le montrer encore mieux prochainement. D'ailleurs, je vois Horatio, il y a une première question des internautes qui me paraît intéressante par rapport à ce qu'a dit Jeanne sur son parcours en Allemagne. Oui, effectivement. La question, c'est toi qui t'entraînes en Allemagne et qui connais bien le fonctionnement des clubs allemands. Quelle différence essentielle vois-tu entre l'organisation des clubs allemands et les clubs français? La différence, je pense qu'il y a quand même quelques différences. Il y a des bonnes choses un peu partout, forcément. Après, c'est vrai qu'en Allemagne, j'ai l'impression que c'est un peu plus, je dirais, intense. Parce que là, je viens de regarder chez moi, là, c'était la dernière journée avant les playoffs en Allemagne. Je crois qu'ils ont, en tout, avec la Coupe d'Allemagne, la Ligue, ils ont déjà quasiment fait 25-26 matchs, quoi. Et donc, ça, on voit que forcément, je pense que quand on arrive dans une saison, en quelques mois, à faire 26 matchs, je pense qu'on arrive à tenir cette cadence-là. Je pense qu'on est vraiment prêt aussi pour le circuit à l'international. Et je pense que c'est on va dire, cette rigueur qu'ils ont de jamais lâcher même le championnat. L'année dernière, ça nous a coûté, mais voilà, pour des raisons, voilà, que, on va dire, on va pas
c'était pas notre souhait, on n'a pas pu terminer le championnat. En Allemagne, par exemple, c'était hors de question. Ils ont fini le championnat aussi, quoi. Malgré il y a eu le Covid, ils sont organisés pour pouvoir finir le championnat. Donc, je trouve que voilà, s'il y a cette intensité, c'est vraiment que c'est très intense, c'est difficile. Je pense que c'est très difficile, mais d'un côté, ce qui est difficile, ça m'attire aussi. Donc, c'est pour ça, je pense, la différence où c'est un peu plus intense. Les matchs sont rapprochés. Des fois, ça rappelle un peu les matchs en NBA, quoi, où il y a vraiment des fois des matchs tous les 3-4 jours. Et ça, c'est vrai que des fois en France, il y a des grandes coupures aussi de temps en temps. Et comme j'ai dit, il y a aussi des bonnes choses dans ça parce que le fait d'avoir été en France, ça m'a donné vraiment des très belles périodes d'entraînement, ce que je recherchais depuis longtemps. Donc, il y a eu des bonnes choses. J'ai pris les bonnes choses de la France. Et là, je vais aller chercher, on va dire, les bonnes choses de l'Allemagne. Très bien, merci. Une question. Penses-tu que tu seras sélectionné pour les JO de Tokyo? Bah, ça, je sais pas. Enfin, la sélection n'est pas encore faite. Je pourrais que répondre quand le sélectionneur aura donné la sélection. Forcément, j'espère. Forcément, je m'entraîne pour. Après, voilà, que si je m'entraîne et je me réveille tous les jours, c'est pour ces compétitions-là. Mais après, comme je dis, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a les résultats des années qui vont rentrer en jeu, mais aussi les résultats de dernièrement. Donc, ça sera au sélectionneur de faire la sélection. Mais jusqu'à là, moi, j'ai juste à me concentrer sur mon ping. Et c'est tout ce que je peux faire pour pouvoir espérer être dans l'équipe de France. D'accord. Mais par rapport aux JO, c'est une compétition qui, j'imagine, te fait rêver comme la plupart des grands sportifs. Est-ce que tu échanges avec Stéphane là-dessus? Parce qu'on sait que Stéphane, aussi une connaissance des JO, puisqu'il a emmené un joueur là-bas aux JO de Londres en 2012, si je ne me trompe pas, Stéphane, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'était Adrien Matenet. D'accord. Donc, est-ce que tu échanges aussi avec ton coach là-dessus? Bah oui, enfin déjà cette année, ce qui était, on va dire aussi ce qui était bien aussi, c'est que il y a eu, comme Patrick l'avait dit avant, il y avait des matchs aussi rapprochés. Donc ça nous a permis aussi de passer tous du temps ensemble. Donc forcément, quand on passe beaucoup de temps ensemble, on parle plein de choses. Et ça, c'est des moments clés, je pense, dans une carrière, quoi. Donc forcément, Stéphane des Jeux Olympiques, forcément, il nous en a parlé aussi. Donc, on a pu échanger là-dessus. Moi, je le connaissais un petit peu aussi, Stéphane. J'avais fait des stages à l'INSEP quand il était là aussi. Mais après, voilà, on a pu échanger sur ces choses-là. Après, forcément, quand on arrive au club, on arrive souvent 1 ou 2 ou 3 jours avant. Donc, après, on est aussi beaucoup focalisé sur le match qui arrive parce que 24 heures après, il va falloir performer au match. Donc, on parle aussi beaucoup du match. Mais forcément, après, quand on discute de tout. Et son expérience aux Olympiques a été aussi mise sur la table, quoi. D'accord. Là, Gentil, Diane. Voilà. Mm. Je vais te Bah, c'est proposer vrai. Hein. je vais te proposer, Jeanne, un exercice un peu particulier. Ok. Tu nous as bien expliqué les raisons de ton départ. Je crois qu'Horatio a prévu un petit film de présentation du nouveau joueur, Adam Zudi, je crois qu'il s'entraîne avec toi au Schönhausen. Et à la limite, si tu pouvais, à la limite, nous le présenter. On va peut-être regarder le petit film d'abord, Ok. s'il démarre. Est-ce que vous le voyez là? Oui, on le voit. Ouais, on voit. Moi, je vois. Je te laisse le présenter, peut-être. Ouais, Jeanne, c'est et comme puis tu as dit, après, on Adam. écoutera le commentaire, évidemment, du coach de Stéphane, bien évidemment. Ouais, c'est Adam Souti, comme tu l'as dit avant, qui doit être 115 mondial. D'abord, je suis content qu'il aille Je suis content pour Rouen et je suis content pour Adam Soudi parce que Rouen, c'est forcément un club que j'apprécie profondément et c'est aussi un de mes meilleurs amis. Donc, forcément, je suis content qu'ils se rejoignent. Et en tant que joueur, c'est un joueur, je dirais, un petit peu différent dans le système de jeu des 4 joueurs à Rouen parce qu'il est très fort en service remise, très fort dans le jeu court et il gagne beaucoup de petits points, je dirais, en fait, sur les premières balles. Parce que voilà, de plus en plus, ça va dans l'échange et lui, il raccourcit vraiment l'échange avec un très bon service, une très bonne remise et surtout un très bon coup droit, quoi. Donc, je pense que c'est sa particularité, pardon, et c'est ça qui peut aussi faire un bel atout, j'espère, à la Kind Arena l'année prochaine. D'accord. Tu nous as dit que tu le connaissais bien, Adam. Est-ce que tu peux nous donner ses qualités principales, En tant que pongistiquement? Pongistiquement et même humainement? Je pense que ça peut être intéressant d'apprendre Ouais. à découvrir Adam aussi. Pongistiquement, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment ses premières balles, que ce soit la remise courte, le service latéral et son coup droit. Je pense que ce soit en deux rebonds, même là,
Les 2 premières balles, il est vraiment très, très fort. Et aussi en double mix et double, il est aussi très, très, très performant, quoi. Et après, et humainement, bah, moi, c'est une personne que j'apprécie vraiment. Il est très drôle, il est très calme. C'est vraiment une bonne personne. Donc, j'aime bien passer du temps souvent avec lui. Donc, non, je pense, Rouen et Adam se sont bien trouvés. D'accord. Maintenant, je pense qu'on va peut-être poser des questions au coach sur le joueur. Stéphane, si tu peux nous parler un petit peu de Adam. Ouais, bah, disons que Adam Choudi, je le suis depuis un moment. Je l'ai surtout suivi au championnat d'Europe par équipe à Nantes, où j'ai beaucoup observé l'équipe hongroise, qui était pour moi une équipe nouvelle. Et avec son compère Majoros, ils ont vraiment fait un super parcours. Bon, Adam m'a tapé dans l'œil parce que je trouve qu'il est très combatif, avec une qualité de coup droit au-dessus de la moyenne. Il est doté, comme l'a dit Jen, d'un excellent service. Et je pense aussi que sur le côté humain, vu les échanges qu'on a eu avec le président, on a tout de suite senti que c'était quelqu'un qui avait envie de venir jouer à Rouen. Je pense que Jan avait sans doute beaucoup discuté avec lui et c'est vrai que nos échanges que l'on a pu avoir au niveau de sa venue ont été très très positifs et je suis impatient de le voir déjà, de discuter avec lui pour préparer la saison prochaine, mais surtout qu'il puisse s'exprimer au Kind Arena où je pense le public sera super heureux de l'encourager et de le pousser à la victoire. Pour compléter ton intervention, Stéphane, je vois il y a une question, c'est la question 6, Horatio. C'est le recrutement pour la saison prochaine, te convient-il et as-tu été associé à celui-ci? Est-ce que tu peux nous faire peut-être une petite revue de l'effectif de la saison prochaine de l'équipe, Stéphane? Ouais, bah, disons déjà que pour le recrutement, forcément, le recrutement s'effectue en adéquation entre le président et le coach. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs pistes de recrutement et que finalement, par rapport à notre budget, par rapport aussi au, à la volonté de l'équipe de Rouen de vouloir jouer avec des Français, c'est vrai que notre premier choix était Alexandre Cassin. Je pense qu'il faut quand même le préciser et qu'Alexandre a décidé d'aller jouer en Allemagne. Il a beaucoup hésité. Maintenant, ensuite, après, il a fallu faire le choix de recruter, un autre joueur et notre choix s'est porté sur Adam Choudi, qui, je rappelle, vient de jouer les qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo où il a réussi de belles performances. Il a quand même battu 3 joueurs, dont Cédric Nuitin qui joue dans le championnat de France, 4-1. Et puis, il a quand même un palmarès super intéressant en étant 3 fois champion de Hongrie, 2 fois champion de Hongrie en double. Comme l'a dit Jan, c'est un excellent joueur de double. Il a gagné l'Open de Croatie en double également. Et donc, c'est quelqu'un qui va amener beaucoup, je pense, à l'équipe et qui joue actuellement donc dans le championnat autrichien au Walter Wells. Mais encore une fois, moi, c'est ses qualités de battant et ses qualités d'attaquant en percussion avec son top spin coup droit qui ont fait que j'ai porté mon dévolu sur lui, quoi. Voilà. Et le reste de l'équipe, Stéphane, du coup? Et le reste de l'équipe, ce sera le même que cette année. Donc, on a re-signé donc Roby Gardos pour 1 an, Alexandre Robineau pour 1 an et Adrien Razanfos pour 1 an également, quoi. Faut préciser aux internautes que on a fait des contrats d'1 an étant donné la situation sanitaire actuelle et que on pouvait pas non plus s'engager trop longtemps sur les contrats par rapport à la situation sanitaire et par rapport aussi à la position que l'on a vis-à-vis des partenaires et de la situation qui, je l'espère, va évoluer dans le bon sens et où on pourra retrouver le Kind Arena qui est vraiment un gros atout par rapport à notre équipe, quoi. Oui, à propos de Kind Arena, c'est vrai que Jan, j'ai peur que, enfin j'ai peur.
Je pense qu'on va avoir du mal à réintégrer le Kind Arena. Il faut savoir que Jan va certainement partir du club en restant invaincu en individuel au Kind Arena. Voilà. C'est un peu un comble, mais bon, ça risque de se passer comme ça. Horatio, on est à peu près bon dans les temps. As-tu des questions Oui, des internautes pour Jan, pour Stéphane? on est bien dans le temps, Dominique, je te confirme. Je suis le chrono comme du lait sur le feu. Alors, Stéphane, comment as-tu vécu les 2 premiers tiers de la saison? Ben, pas très bien parce que on sortait d'une saison exceptionnelle où les joueurs avaient vraiment pris le rythme de la Pro A très positivement et c'est vrai que ce confinement nous a coupé un peu les pattes comme on dit et on effectue une saison un peu en dents de scie actuellement. On est sixième, on n'est pas loin de la deuxième place. J'espère que les 3 prochains matchs vont être positifs pour pouvoir jouer un rôle intéressant d'ici la fin de la saison. Mais c'est vrai que ce confinement nous a fait très mal, surtout à Gian, je dirais, malheureusement, qui a du mal à trouver son rythme de croisière. Mais voilà, je suis très confiant par rapport à sa fin de saison. Je pense que sa décision de partir en Allemagne le soulage également et c'est une bonne chose qu'il ait pris sa décision rapidement pour lui enlever un poids, je dirais, et qu'il puisse jouer le plus positif possible, très relâché pour retrouver son rythme de croisière qui était vraiment super positif la saison dernière. J'arrête pas de lui dire que ça va revenir, que je suis vraiment très confiant et son sérieux, et sa volonté de vouloir gagner pour Rouen est intacte. Donc, avec Roby qui vient de faire une très très belle compétition à la qualif olympique et Alex Robineau qui lui aussi a été touché par le Covid et qui revient. Adrien Razanfos qui a prouvé lors du match d'Enbon qui commençait vraiment à bien progresser. Je pense que notre équipe va retrouver de l'allant et va retrouver des résultats positifs et j'espère que notre objectif de podium d'ici la fin de saison, on pourra l'atteindre pour vraiment confirmer notre saison dernière où c'était vraiment une saison exceptionnelle et où on aura dû être champion de France, quoi. D'accord. Justement, en parlant de champion de France, que manque-t-il au SPO aujourd'hui pour devenir champion de France? Disons que ce qui manque, ce n'est pas les infrastructures parce qu'on joue dans une salle magnifique, la plus belle de France, je pense, tant au niveau de l'infrastructure que du côté public. On a quand même un public très fidèle et qui, grâce à nos résultats de la saison dernière, devait venir encore plus en nombre cette saison. Donc ça, c'est vraiment le bon côté, je dirais, pour devenir champion de France. Maintenant, pour devenir champion de France aussi, il faut une enveloppe budgétaire qui soit un peu plus remplie, je dirais, un peu plus haute. Et pour l'instant, le budget n'est pas à la hauteur, je dirais, d'un champion de France. Donc, c'est pas faute que nos partenaires, que notre club de partenaires ne travaille pas dans ce sens, mais c'est aussi aux collectivités de croire en notre projet. Et j'espère que d'ici quelques saisons, on sera, je dirais, aidé un peu plus financièrement du côté de la métropole, par exemple, pour pouvoir recruter d'excellents joueurs de niveau mondiaux de niveau mondial, pardon, pour aller jouer le titre de champion de France régulièrement, mais surtout attaquer l'Europe au niveau de la Ligue des Champions, et ce qui donnera une progression au club encore un peu plus forte. Horatio, peut-être une question à Jan? Alors, oui, Jan, comment vois-tu la fin de saison? La fin de saison, ben là pour l'instant, il va y avoir que la pro avec Rouen. Donc la fin de saison, c'est dur, on va dire, à prédire. Tout ce que je peux dire, bah, forcément qu'on va donner le maximum. Après, c'est vrai que dernièrement, l'équipe de Rouen, mais aussi notamment à cause de mes performances, bah, voilà, on a été un peu irrégulier. Souvent, voilà, j'ai fait quelques bonnes prestations, mais il y a des fois où j'ai pas, on va dire, su tenir mon rôle. Donc la fin de la saison, comment je l'espère en tout cas, c'est vraiment essayer d'accrocher les matchs et d'être voilà, de gagner le plus de points possible et d'arriver à être un peu plus régulier que ça, quoi. D'accord. Il nous reste quelques secondes.
ton plus beau souvenir, du coup, à Rouen pour l'instant, en espérant que on puisse en avoir un merveilleux avant la fin de saison. Alors, mon plus beau souvenir, euh, celui qui m'est venu en premier pour l'instant, c'est encore le match de montée de Pro B à Pro A. Quand j'étais en Pro B avec Rouen il y a des années, où pour moi c'était vraiment le plus beau souvenir parce que voilà, la salle à Colette Besson était pleine. Voilà, j'avais gagné 2 matchs et le club était monté en Pro A alors qu'on ne s'y attendait pas forcément au début de saison. Donc pour moi, ça c'était mon meilleur souvenir. Ça aurait pu être l'année dernière aurait pu être aussi un des meilleurs souvenirs si la saison s'était finie comme on le voulait. Après voilà, pour des raisons extérieures, ça n'a pas pu. Mais pour l'instant, moi, mon meilleur souvenir, ça reste de Pro B à Pro A. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour ces interventions. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Un gros match à venir, le Derby Normand, vendredi. Ouais. Donc voilà, bah, j'espère que vous préparez correctement, que vous êtes à fond dedans. Et puis, allez, la victoire a doit être rouennaise. Hein. On ne laisse pas repartir avec. Merci à vous deux et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Ouais. Au revoir. À bientôt. Donc, nous allons accueillir pour l'avant-dernière partie de cette émission Arnaud Guéry, qui est donc depuis 2 ans président du Club des partenaires. C'est une rubrique qui va durer 10 minutes qu'on a appelée Actualité Pro Business. Donc, on est ravis d'accueillir Arnaud Guéry et Malika Anish, donc, qui est sous-directrice de la société Teamnet, qui est partenaire maillot du club depuis qu'on est monté en Pro B. Donc, ça fait 11 ans. Donc, Malika, je crois qu'il faut que tu arrives à ouvrir ton micro, ta caméra. Et voilà, Malika est là. Écoute, Arnaud et Malika, bonsoir à vous deux. Écoute, je t'envoie la balle, Arnaud, et je te laisse faire une partie de ping-pong verbal avec Malika, qu'on est très content d'accueillir, parce que c'est la seule femme sur ce plateau. On est loin de la parité, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. À toi de jouer, Arnaud. Bonsoir à tous. Bonsoir Malika. Et je suis honoré de recevoir ce soir, en plus d'être un partenaire majeur, un partenaire historique, puisque ça fait bientôt, je crois, 11 saisons que Teamnet nous accompagne. Une entreprise qui, comme beaucoup d'autres entreprises, ont profité de cette période trouble de la pandémie pour rebondir et accélérer le développement dans une nouvelle activité, en plus de celle historique. Malika, pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'activité historique, puis cette nouvelle activité que vous avez développée? Alors, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir participer à cette vidéo et de continuer à soutenir le SPE Rouen. Je suis effectivement directrice générale adjointe à la société Teamnet, qui est un éditeur de logiciels. Un éditeur de logiciels, c'est une société qui fabrique des logiciels. C'est une gamme de produits qui est destinée essentiellement aux collectivités locales et territoriales. Donc, ce sont des mairies, des métropoles, des départements, des régions. Nous avons notamment le département de la Seine-Maritime comme client sur la gamme d'hygiène santé, notamment de la gestion de la vaccination des enfants dans les écoles primaires et maternelles de tout le département de Seine-Maritime. Alors, Teamnet, donc, on existe depuis 1986. On développe donc notre principale activité, unique activité, c'est le développement de logiciels informatiques. On fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On compte à peu près 80 collaborateurs sur 6 sites. Donc, le siège social étant à Paris, mais nous avons aussi des bureaux en région Rhône-Alpes, en région Aquitaine, en région Bretagne et également en région Grand Est. On compte à peu près 10 millions d'administrés, donc qui sont en fait des citoyens français qui font appel à l'administration pour faire un certain nombre de démarches et qui sont gérés dans nos applications. Ces démarches vont de l'inscription scolaire de son enfant, de l'inscription à la crèche, jusqu'au paiement en ligne, d'ailleurs, de la facture de cantine de son enfant. D'ailleurs, on a été les précurseurs, puisque c'est en 2004, à la demande du maire d'Anne-Sylvieux, qui était Bernard Accoyer, qui a demandé à ses agents de pouvoir dématérialiser au moins les paiements de ces prestations de services sociaux. Et c'est avec donc la société Teamnet que ça a pu être réalisé.
Une de nos, comment dire, on a un parc de 1800 clients à peu près qui est réparti sur tout le territoire français. Notre plus petit client, c'est une ville de 1000 habitants. Notre plus gros client, c'est la ville de Paris. Enfin, c'était jusque-là, mais je vous dirai après comment ça a évolué. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment réparti sur l'ensemble du territoire français. Une de nos caractéristiques, et même notre ADN, c'est qu'on est une société innovante. Constamment, on recherche de nouveaux projets d'innovation et de créativité. Et donc, quand on vous fait de l'informatique, pour un peu apporter cette dimension d'innovation, on fait ce qu'on appelle de la croissance externe. La croissance externe consiste à aller chercher des nouveaux débouchés, ou en tout cas qui sont complémentaires et en pleine synergie avec ce que vous faites. Et c'est dans cette, comment dirais-je, dans cette optique qu'on a eu l'opportunité de faire la connaissance d'une société qui s'appelle Blue Frog Robotics, qui fabrique un robot qui s'appelle Buddy, que vous voyez juste là derrière moi. Voilà. Buddy est une offre, c'est pas un gadget, c'est un véritable compagnon, c'est un véritable outil qui peut, dans plusieurs domaines, le milieu de l'enfance, le milieu des seniors, peut rendre de réels services. Ces services vont, je dirais, de la simple outil de compagnon, un compagnon qui va vous diffuser de la musique, lire un livre, vous divertir avec les moyens dont il dispose, jusqu'à être un véritable comment dirais-je, outil de gestion, par exemple, de téléprésence dans certaines résidences de personnes âgées avec une dimension médicalisée très importante. Alors, il se trouve que le gouvernement français a lancé un grand projet qui s'appelle l'inclusion scolaire. L'inclusion scolaire, ça permet donc à des enfants empêchés ou des enfants handicapés ou en situation de handicap qui n'ont pas la possibilité de suivre les cours en classe, qu'ils les suivent depuis soit leur chambre d'hôpital, soit depuis chez eux parce qu'ils ont des soins qui leur sont délivrés depuis chez eux, à leur permettre de suivre les cours comme s'ils étaient physiquement en classe avec leur maîtresse et leurs camarades. Le principe est simple, c'est que l'enfant, lui, dispose d'une tablette et d'un casque et il est branché donc à Buddy, que vous voyez ici, qui lui est en salle de classe et qui va bouger et apporter une interaction entre tous les élèves de la classe, la maîtresse et bien sûr l'enfant qui reçoit le cours et qui lui permet d'avoir un lien social, un lien avec l'extérieur et d'avoir surtout une éducation qui soit dite classique comme n'importe quel enfant qui suit les cours depuis la classe. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale a lancé cet appel d'offres. On l'a gagné en mois de septembre. Et là, on doit déployer, d'ici à juin 2022, 2000 robots sur l'ensemble des académies de France. Donc, on a commencé par Bordeaux. On est en train de déployer Amiens. On a déjà déployé Lyon. Bordeaux, et l'ensemble en fait, des académies seront concernées. Alors, je ne connais pas le plan de déploiement du côté de la Seine-Maritime. Mais en tout cas, ce petit robot va arriver dans les écoles primaires et maternelles de la ville de Rouen, de la ville de Saint-Aubin et toutes les villes de Seine-Maritime qui en tout cas se sont portées volontaires pour tester ce dispositif qui est absolument innovant et qui, notamment depuis la pandémie, a acquis, on va dire en termes de conviction. Aujourd'hui, ce projet, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas une expérimentation, c'est quelque chose qui a vocation ensuite à être généralisé dans les collèges, dans les lycées et dans les facultés. Nous avons remporté également récemment un appel d'offres avec le département du Nord qui souhaite mettre en place ce robot dans les EHPAD et dans les résidences de personnes âgées pour être un compagnon pour les personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont pas la possibilité, à cause de la pandémie, de voir leur famille, de voir leur entourage, ou en tout cas dont les visites sont très limitées avec beaucoup de restrictions. Et ça va leur permettre de pouvoir les informer comment dirais-je, de l'état de santé de la personne, de prendre des nouvelles de cette personne et de la surveiller éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les cas de personnes atteintes de maladies relativement graves, notamment Alzheimer, où la gestion des fugues et des fuites est un réel problème pour ces institutions qui sont souvent dépourvues de personnel et dépourvues de moyens. Voilà, donc
Ça, c'est vraiment notre nouvelle offre et c'est celle qu'on va développer de plus en plus. Et on se rend compte aujourd'hui que d'autres collectivités locales ont des réels besoins et ont senti avec la pandémie, avec le confinement, qu'il fallait revoir un petit peu la manière dont on sert le citoyen, quel qu'il soit, et quel que soit son âge, que ce soit un enfant de 5 ans ou que ce soit une personne âgée de 90 ans. Et donc, c'est forcément le sens de l'histoire. C'est un peu comme vous, je reviendrai tout à l'heure par rapport au fait de suivre les matchs depuis YouTube et non pas depuis une grande salle comme le Kind Arena. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous réinventer constamment. Et en fait, pour faire ce qu'on fait avec les robots, le robot tout seul, c'est une machine qui est vide, qui est capable de rien faire. Et pourquoi aujourd'hui elle est capable de faire des choses assez intéressantes et importantes, c'est qu'on développe des programmes et on met ces programmes embarqués dans le robot et c'est ce qui lui permet cette interactivité et c'est ce qui lui permet cet échange ou en tout cas de réaliser un certain nombre d'échanges avec des enfants, avec des adultes ou avec des seniors. Donc, on va développer de plus en plus le déploiement de ce robot qui va s'industrialiser évidemment au fur et à mesure qu'on va développer les champs des possibles, le champ d'action sur l'ensemble des domaines qui peuvent être intéressants pour le citoyen, en tout cas pour lesquels le gouvernement estime qu'il y a un réel atout, un apport qui va simplifier ou améliorer la vie du citoyen. On a des valeurs communes avec le SPE Rouen parce qu'on ne le soutient pas parce que je suis philanthrope, hein, je le soutiens d'abord parce que j'ai des attaches du côté de la Normandie, on le soutient aussi parce qu'on a des valeurs communes. Alors chez TeamNet, notre valeur, c'est le goût du risque et le sens des responsabilités. C'est un peu ce que vous avez aussi au SPE Rouen, mais on a aussi ces valeurs communes comme l'inclusion sportive. Nous, on est dans l'inclusion scolaire, vous êtes dans l'inclusion sportive, et tout ça, forcément, ça match. En plus, j'utilise des mots un peu qui font partie du sport, c'est génial. Ça match parce qu'on est vraiment complémentaires. Effectivement, on va s'intéresser à l'intellect, mais de toute façon, à un moment donné, les gens ont besoin aussi de s'aérer, ils ont besoin de se divertir, alors de manière amateur ou professionnelle. Après, chacun, en fonction de ses avis, de ses convictions et de ses passions, va pouvoir le développer plus ou moins. Mais en tout cas, chacun à son niveau a la possibilité de le pratiquer. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, on en a parlé avec Arnaud hier, c'est votre soutien à un EHPAD, il me semble, vous accompagnez certaines personnes âgées à pouvoir se divertir ou en tout cas faire du sport, parce que ce n'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on est invalide. Au contraire, c'est ce qui leur manque peut-être, et le fait que vous puissiez leur proposer je dirais de l'entraînement ou simplement de leur apporter une table avec des balles et des raquettes, c'est quelque chose qui les fait sourire, qui leur permet de s'épanouir malgré leur maladie ou malgré le fait qu'ils soient isolés ou qu'ils soient très très loin de leur famille et qu'ils ne sont pas soutenus. Donc voilà, globalement, ce sont des valeurs sociétales, des valeurs éco-responsables et développement durable également. On est vraiment, c'est important pour nous de sponsoriser un club. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire qu'on est très attaché à ce club parce qu'on connaît aussi Dominique Fache, hein, on va pas, comment dirais-je, on va plutôt faire preuve de transparence. Mais voilà, ces valeurs-là font que chaque année, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un partenaire historique, mais chaque année, vous nous permettez de le renouveler. Et parce que aussi, vous avez de très bons résultats, parce que c'est un club performant, parce que vous avez des champions. On suit quand même l'actualité, on est très, très bien informé, en tout cas au niveau de la communication, ça circule pas mal, c'est très fluide. Et donc, on soutient aussi le fait qu'il y a des clubs avec des joueurs qui sont impliqués, qui sont combatifs, qui se battent pour aller chercher la victoire. Et ça, c'est vraiment la valeur de la réussite, c'est une des valeurs les plus partagées, en tout cas entre nous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce domaine-là. Merci Malika pour cet exposé extrêmement dense. Merci pour les compliments. Effectivement, les valeurs d'excellence et de convivialité sont importantes au club. Évidemment, vous avez souligné que cette saison, le Kind Arena était en panne, il a fallu se réinventer. Comment, en tant que partenaire majeur, vous avez vécu ce passage
à la vidéo, tout vidéo qu'on a mis en place. Et vous avez souligné effectivement que c'était fluide, il y avait de la communication. Et ce passage à la vidéo, comment l'avez-vous vécu? Alors, nous avons tous connu et vécu de manière brutale, d'une brutalité inouïe, ce confinement qui nous est tombé sur la tête et que jamais personne n'aurait imaginé. Donc, il a fallu en quelques jours ou en quelques semaines s'adapter et trouver des nouveaux canaux de communication. Alors, pour vous, c'était juste fermer les portes. Est-ce que ça avait du sens? Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, par rapport au match que vous avez diffusé ou que vous continuerez en plus à diffuser sur Internet, j'ai envie de vous dire, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est très triste. C'est frustrant de ne pas pouvoir aller dans la salle, soutenir son équipe, son club, ses joueurs, crier, hurler, s'agiter, parce que c'est ça aussi qui permet de se défouler. Quelle que soit la discipline, hein, que vous soyez dans le foot, dans le rugby ou dans le ping-pong, c'est une énorme frustration, que ce soit pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. Quand ils voient une tribune vide avec très peu de comment dirais-je, pardonnez-moi, très peu de supporters, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas ce soutien. Mais de toute façon, aujourd'hui, vous adressant en plus à un public relativement jeune, voire très jeune, ce public, il est branché Internet, il est branché YouTube en permanence, réseaux sociaux. Donc, ça ne peut que prendre de l'ampleur. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce qu'on ne sait pas si ce semi-confinement va s'arrêter, va reprendre, quand est-ce qu'il va reprendre, pour combien de temps. Donc, de toute façon, vous devez, et là je parle plutôt à Horatio, être inventif, trouver des moyens de capter un maximum de monde quand vous faites des matchs quand vous diffusez des matchs sur YouTube. Et c'est pour ça qu'on vous soutient aussi, pour qu'on vous permette de vous donner les moyens de ramener un maximum de monde et d'être suivi comme si vous étiez au Kind Arena en train de vous éclater. J'ai envie de vous dire que c'est un virage incontournable. Vous l'avez bien géré, mais maintenant, il s'agit de se professionnaliser et d'industrialiser le fait que vous diffusiez des matchs sur YouTube et plus sur les canaux traditionnels que vous connaissez, qui sont notamment dans la salle en direct ou même éventuellement à la télé, sur une chaîne normande ou nationale. Donc voilà, donc vous n'avez pas perdu votre public. Par contre, il faut effectivement se dire que ce n'est pas temporaire et qu'il faut continuer à professionnaliser, industrialiser ce canal de communication qui, de toute façon, est un virage incontournable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être quand même, puisque c'est un virage incontournable, dans les émotions qu'on revivra peut-être au Kind Arena, pourriez-vous nous donner votre meilleur souvenir au Kind Arena? Ah, j'en ai un, il est encore gravé dans mes mémoires. J'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques balles et prendre une photo avec Jean-Philippe Gatien. Voilà, c'est vraiment un des souvenirs qui m'a le plus marqué avec l'aventure et Espero. Et par rapport à votre style de jeu, je crois qu'il y a une question sur les réseaux sociaux, Horatio. Oui, mais je pense que la question, c'était si vous étiez une joueuse de ping, vous pratiquiez plutôt un jeu d'attaque ou de défense. Je pense qu'après l'exposé de Malika, la réponse, on l'a. Ce serait forcément une attaquante. Il y a une petite pièce sur l'attaque. L'avis à Stéphane et à Patrick, mais je pense que la réponse, on l'a eue. Par contre, il y a la troisième question à Horatio qui paraît intéressante et on finira là-dessus parce que malheureusement, on a un tout petit peu débordé. Peux-tu la poser, Horatio? Oui. Alors, la troisième question. Donc, allez-vous encourager parfois votre conjoint qui est un licencié de ping dans ses compétitions? Il paraît qu'il est assez nerveux et mauvais perdant à la table. Est-ce vrai? C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, Malika, on a fait le tour de la question. Merci encore de votre présence. Merci de votre soutien depuis 11 ans au club, en espérant que ça dure encore de nombreuses années. On a vu que effectivement l'ambition était présente au sein de TeamNet, au sein du club des partenaires, et on espère longue vie aux deux présents. Merci à vous, merci pour tout. Et je vous souhaite plein de victoires, beaucoup de réussite. Et puis on est là, on vous soutient.
Merci Malika, merci Arnaud. Écoutez, à très bientôt tous les deux. Écoute, Horatio, on est presque dans les temps. On avait dit que l'émission durerait à peu près le temps d'un match de football, 45 minutes. Bon, là, on a fait un peu les prolongations. Alors là, on va finir par le billet de Christophe. 90 minutes, Dominique, un match de foot. Ah, ouais. Oui, c'est bien, dans une mi-temps. D'accord. On est dans le temps additionnel. Voilà. Donc, c'est le billet de Christophe Buquet. Alors, Christophe Buquet, c'est un des deux parrains de notre équipe avec Michel Bussy. Je dirais qu'avant cette émission, j'ai regardé sa page Wikipédia. Je vous invite à la consulter. Vous comprendrez mieux qui est Christophe Buquet. J'ai découvert en lisant sa page Wikipédia que c'était son anniversaire hier, donc un très bon millésime, un millésime 1963, pour être du même millésime, bon forcément je ne vais pas vous dire qu'il est mauvais. Donc d'abord Christophe, bonsoir, bon anniversaire avec 24 heures de retard. Donc tu as 3 minutes, c'est un tribut de livre, on appelait ça le billet de Christophe. 3 minutes c'est le temps d'une chanson, je ne sais pas si tu vas nous chanter une chanson ou nous parler, donc je te laisse... Je t'envoie la balle, Christophe, et tu en fais ce que tu veux. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Écoutez, qu'est-ce qu'il est dit sur ma page Wikipédia que j'ai fait une carrière de sportif de haut niveau. Donc je vais pas la reprendre. La seule chose que je dirais par rapport à ma carrière de sportif, c'est que mon surnom, c'était, on aimait bien les surnoms un petit peu à consonance américaine, c'était The Grip, ce qu'on pourrait traduire par la prise ou la pince. Alors, j'étais certainement pas le plus talentueux des athlètes, mais j'avais la réputation d'avoir un énorme mental. Donc, moi, quand une porte s'ouvrait, je ne l'enfonçais pas, je la défonçais. Et je ratais rarement les occasions de perfer. Donc, voilà un petit pour faire une présentation rapide. Je me suis rapproché de Dominique en 2018 et puis plus étroitement en 2019. Et je lui ai fait part du fait que j'avais très tôt eu conscience dans ma carrière que pour performer à haut niveau, il fallait activer tous les leviers. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation des gains marginaux. Donc ça, c'est vrai dans tous les sports. Je l'ai encore entendu hier ou aujourd'hui, je crois, en matière de rugby. Donc ma démarche, elle était il y a 20 ou 25 ans, elle était assez similaire. Elle était un peu différente. Moi, je voulais rendre les pertes les plus résiduelles possibles. Donc ce qui revient un petit peu à la même chose. Alors, comment on peut traduire ça en tennis de table ? C'est de dire que 90% du boulot, et là je parle par rapport à des sportifs et aussi par rapport à l'équipe de Pro A, 90% du travail il est fait par les sportifs à l'entraînement et ils sont dans leur centre d'entraînement, on n'a pas grand-chose on n'a pas beaucoup à interférer là-dessus. Et puis en fait la différence elle se fait souvent sur les 10% qui restent. Et les 10% qui restent, c'est vraiment ce que je me suis attaché à dire à Dominique, c'est que ça, c'était hyper important. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 10% ? Ça peut être la qualité du déplacement. En ce qui nous concerne, on y a fait référence tout à l'heure, c'est le public du Kind Arena et Dieu sait s'il nous a manqué cette année. Et puis, ça peut être des choses un petit peu plus pointues. C'est bien sûr la qualité du coaching, mais c'est aussi un levier que j'aurais beaucoup utilisé, je crois que si j'avais été pongiste, c'est lors des rencontres de Pro A, les gars se croisent la veille pour un entraînement, les adversaires se croisent la veille pour un entraînement et très souvent, ils échangent quelques mots. Et moi, c'est vraiment un moment que j'aurais utilisé, je pense, si j'avais été pongiste, vraiment pour essayer pour l'utiliser par rapport à mes adversaires du lendemain. Je crois que là-dessus, on est complètement en phase avec Stéphane sur cette perception, cette conception du haut niveau, ce qui fait qu'on est aujourd'hui très, très proche. Alors, pour finir ce mot, moi, j'aime beaucoup les citations, j'aime beaucoup les proverbes. Le premier, il va s'appliquer à l'équipe de pro, c'est de dire que la vie est une prophétie que vous réalisez vous-même. Et je dirais qu'en comparant la saison dernière, 2019-2020 inachevée, et qui a été exceptionnelle, et celle de cette année, je pense que cette année, et bon, les circonstances n'ont pas été favorables assez souvent, mais on n'a pas été assez acteurs de nos matchs, de nos rencontres, on n'a pas été assez tueurs. Et je crois vraiment qu'on faudra qu'on s'attache à vraiment réancrer ça dans l'esprit des joueurs.
Donc voilà, mais je reste résolument optimiste. On apprend beaucoup des défaites et on apprend, enfin on a connu fort heureusement plus de victoires cette année, mais on a connu aussi quelques défaites. Et moi j'ai au moins autant appris dans les défaites cette saison, donc je reste très optimiste pour la suite. Puis le deuxième adage, et là il s'applique plus au club, c'est que le chemin du succès est toujours en construction. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dominique a complètement en lui. Dominique, et je dis pas ça parce que c'est le président, mais c'est vraiment quelqu'un qui ne cesse de vouloir bouger les lignes. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et il ne se repose jamais sur ses acquis. Il veut toujours avancer. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé du succès. Et puis, je faisais allusion à la construction. Bon, moi, j'aime bien les métaphores. Donc, je dirais, ce qu'on a au SPO, ce qui est très clair, c'est qu'on a un matériel exceptionnel. On a les techniciens. Vous avez entendu Patrick, vous avez entendu Stéphane. C'est vraiment ce qui se fait de mieux sur la place. On a une dynamique partenaire qui est super bien entretenue par Arnaud. Et Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui. Et puis, on a surtout, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est hyper important, on a un réseau de bénévoles qui est absolument exceptionnel au niveau du SPO. Ils interviennent à tous les niveaux, au niveau du montage de la salle, de la billetterie, de la restauration, et puis aussi au niveau de la com. Bon, là, aujourd'hui, c'est Dominique et Horacio qui animent cette émission, mais il y a vraiment des bénévoles derrière. Donc ça, c'est vraiment notre force. Donc voilà, j'en ai fini pour mon billet. Et la conclusion, c'est de dire très clairement à travers tout ça, c'est qu'on a un potentiel au SPO, et ça, je l'ai vu parce que maintenant, je connais toutes les salles de Pro A. On a un potentiel au SPO qui est très, très, très largement supérieur à l'ensemble de la Pro A. Et même si la période est difficile, c'est ce qui me permet d'être très objectivement optimiste pour la suite. Et je crois que plus que jamais, le Common SPO est d'actualité. Voilà, Dominique, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, merci Christophe pour tous ces messages positifs. Écoute, Horacio, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette première avec toi. Il y a quelques rendez-vous à venir, je crois, Horacio. Exactement. Alors, des rendez-vous à ne pas manquer, à commencer par le derby normand de vendredi prochain. On accueille l'équipe de Caen. Donc voilà, c'est une rencontre que je sais est importante, pas que dans la salle, mais dans l'esprit de chaque Rouennais. Je pense que en plus, après ce qui s'est passé au match aller, on a tous à cœur de prendre une très grosse revanche. Et ensuite, nous avons la réception de Saint-Denis qui vient donc 2 jours après, le dimanche 28 mars. Et pareil, un très gros match avec un Alexandre Cassin qui ici est au rendez-vous, va offrir un très gros spectacle. Et ça va être 2 rencontres à suivre, à ne pas louper. Donc, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous sur YouTube pour suivre en live. Et on aura notre duo de commentateurs favoris. La fine équipe, si je puis dire. Oui, donc ce sera évidemment commenté. Je serai associé à Patrick pour le commentaire. Donc vendredi 26 mars, ça sera à partir de 19h15 qu'on prendra l'antenne. Le dimanche 28 mars à partir de 16h45. Donc on vous attend nombreux. Et évidemment, l'autre rendez-vous qui est un peu plus lointain, ça sera la 2e émission, le dimanche 20 mars, donc 18h30, 19h15. Là, on a un peu débordé, mais les sujets sont évidemment denses. Et puis l'autre rendez-vous, je crois qu'Horacio, tu peux en parler, tu mettras ça sur les réseaux, c'est l'action que Patrick a proposée dans sa rubrique. C'est ça. Donc, comme on vous en a parlé au début de cette émission, on va ouvrir le ping extérieur au plus grand nombre de personnes pour pratiquer, pour échanger. On a la chance d'avoir un sport qui met naturellement de la distance. Donc voilà, tout un protocole sera suivi par Patrick. Et on va vous mettre une petite vidéo pour terminer afin que vous puissiez voir ce qui vous attend. Donc voilà. Merci à tous les participants, merci aux personnes qui nous ont suivis. On espère vous avoir comblé de bonheur pendant cette petite heure et on vous attend nombreux pour les prochains rendez-vous du SPO. Bonsoir à tous, à bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir.